CML 13 Télévision. Vous faites bien, nous avons le réel plaisir de vous présenter cette édition spéciale aujourd'hui avec moi, Monsieur Nathan Kianza, pour la co-présentation de ce magazine. Mais tout d'abord, les thématiques retenues. Vous le savez, la convocation manquée du gouverneur Jacques Kiaboula pour ses propos jugés controverses a conduit à l'activation immédiate de la procédure d'intérim confiée justement à son vice. Il s'agit de Monsieur Martin Kazembe. Alors, le gouverneur a été justement convoqué ici à Kinshasa. Question de se justifier sur le propos, je cite, où il a qualifié l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange ainsi que l'ancien président de la CENI de Congolais comme nous en fait. Voilà. Fin de citation. Alors, propos qui devraient justifier justement ici dans un climat politique marqué par deux tensions. Son absence justifiée par l'état de santé a conduit à sa suspension. Alors cela traduirait déjà une disgrâce envers le gouverneur Jacques Kiaboula. C'est la question qu'on se pose de l'autre côté. L'Église catholique refuse d'accueillir les élèves enceintes. Une décision justement du ministère de l'Éducation nationale. Ils disent ne pas être, la décision ne leur a pas été adressée et donc tout élève qui se retrouvera en état de grossesse sera renvoyé dans une école dès l'État, dans une école publique. Nous allons aussi réfléchir sur cette question et nous allons finir, messieurs, dames, avec les accords. Justement, cette fois-ci, on va parler pour parler de Doha. Vous savez, la délégation congolaise ainsi que la délégation de rebelles M23 se trouve à Doha pour des pourparlers. Alors, ce processus vient justement remplacer, ou c'est le processus qui mène vers l'accomplissement d'une paix durable. Quid alors ou l'importance du dialogue inclusif demandé par certaines partie de la classe politique congolaise, mais aussi une recommandation du Congrès américain qui parlerait d'un dialogue inclusif national sous justement l'égide des LCC ainsi que de la SANCO. Alors, est-ce la bonne voie pour parler du retour de la paix en RDC, surtout dans la partie Est où il faudrait s'apaisantir sur la question du dialogue? Pour en parler, messieurs, dames, en direct de CML 13 Télévision, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous, Monsieur Eloge Mwandwe. Il est avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Eloge. Bonjour, Madame. Merci d'abord pour l'invitation. Et je crois que nous passerons de bons moments. Surtout que votre mission est aussi pédagogique. Je tiens d'ailleurs ici à saluer la population congolaise de partout au monde où elle nous suit, et plus particulièrement celle de ma province d'origine, le Haut-Katanga. Très bien. Aujourd'hui, c'est pas CML chez vous, hein, c'est l'édition spéciale. Oui, édition spéciale. Bon, moi, je suis un enfant de CML chez vous, donc je suis toujours dans le vent de CML chez vous, donc édition spéciale ou pas, moi ma tête est toujours dans CML chez vous. Merci beaucoup. Alors je l'ai dit dès l'entrée de cette émission, avec moi Monsieur Nathan Kianza, présentateur de l'émission Libre Débat. Il va co-présenter l'édition spéciale de ce jeudi 17 mai. Monsieur Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, un plaisir pour moi de co-présenter encore avec vous. Ça fait très longtemps, on est encore ensemble, c'est un plaisir. Bonjour à Monsieur Loge, bonjour à ceux qui nous suivent de partout. Bonjour. Et je pense que cette émission va permettre au peuple congolais de pouvoir comprendre en tout cas l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors Monsieur Loge Mwandwe, vous avez appris justement la suspension du gouverneur, on commence par ça, Jacques Kiaboula notamment, tout est parti de ses propos jugés controverses qui devraient justifier, mais n'ayant pas répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa, il s'est vu suspendu et donc l'activation d'une mesure intérimaire s'est fait hier. Alors votre lecture tout d'abord, on commence par les propos. Quelle lecture faites-vous par le propos tenu justement par le gouverneur où il a qualifié l'ancien président Joseph Kabila ainsi que l'ancien président de la CENI Corneille Nangaa de Congolais comme nous, comme tout Congolais en fait? Bon, d'abord, je n'ai vu nulle part que
Monsieur Kiaboula a été convoqué à Kinshasa à cause de ses propos qu'il a tenus à Lubumbashi. Je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur ou le service du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ne nous a pas encore communiqué le raison pour lequel le monsieur serait invité ou encore le monsieur était invité. Mais néanmoins, nous sommes dans la spéculation, surtout que ici au Congo, tout le monde connaît tout le monde a toujours une idée sur tout. Alors c'est comme ça que tout le monde spécule et dit que sûrement l'invitation est liée aux propos. Alors, si je dois aussi entrer dans cette logique de tout le monde, que l'invitation est liée aux propos tenus par le monsieur, je dirais que dans une famille politique, vous pouvez ne pas être pour ou être contre certaines lignes de conduite, mais vous êtes obligé de vous assumer et de vous plier. Pourquoi? Parce que c'est ça la logique d'une famille politique ou encore d'un régime politique. Ou encore, si vous n'arrivez pas à vous plier, vous n'avez qu'à démissionner. Je crois que c'est la simple chose qu'on devait faire. Maintenant, il y a un élément de langage déjà bien obtenu au sein de votre famille politique. Je crois que l'élégance politique vous oblige à ce que vous puissiez rester dans cette ligne communicationnelle de votre famille politique. On n'est pas obligé de commencer à vous écrire sur un papier ce que vous devez dire. Par élégance politique, je me dis, on va au-delà de ses propres sentiments. On va au-delà de ce qu'on veut. Parce que on est maintenant là lié à une décision prise par votre famille politique ou encore à une orientation prise par votre famille politique. Donc de ce fait, je peux que dire que le monsieur avec ses propos a été un peu loin de tout ce que nous pouvons constater comme élégance politique. Et malheureusement, c'est la situation, c'est la réalité de cette classe politique à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Très bien. Alors, vous avez parlé de l'élégance politique, mais l'idée derrière les messages du gouverneur, c'était pas, on va parler d'un appel à la paix, question de calmer le climat au regard de différentes tensions. Bon, madame, d'abord, je ne peux pas accepter ce que vous dites, parce que vous n'êtes pas Kiaboula. Ben, lui, il a rappelé, il a rappelé qu'ils étaient congolais. Non, madame. Comme madame, la rencontre qui s'est faite aussi entre j'ai bien dit l'élégance politique. Vous pouvez avoir vos croyances, vous pouvez avoir vos tendances, mais par élégance politique, vu que vous appartenez à un régime, ou encore vous appartenez à un camp politique, vous oubliez vos tendances politiques, vos croyances politiques. Vous les oubliez. Et ça, c'est l'élégance politique. Mais parce que maintenant, vous estimez qu'il croit encore en Kabila? Non. Mais vous parlez de la croyance politique. J'ai dit peu importe. Peu importe ce en quoi il croit, par élégance politique, il devait se plier à une ligne communicationnelle déjà tracée par notre famille politique, ici en l'occurrence, l'Union sacrée de la nation. Il fallait maintenir le fait que Kabila était étranger. Non, je ne pense pas que c'est ça vraiment le débat. Et aussi, il y a des non-dits dans certains propos.
Donc c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas Kiaboula, non plus son porte-parole, pour ici insinuer qu'il faisait appel à la paix. Non, on est Moi, non, permettez. On pose des questions, ensemble on analyse. Là, ce n'est pas poser une question, là vous êtes en train d'insinuer. Mais ce sont des propos qu'il a tenus. Non, 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 attendez madame, moi j'ai été plusieurs fois, j'ai eu ce privilège d'avoir des émissions avec vous, maintes reprises. Et la ligne tracée par l'AFDC, que je défends toujours et partout, est celle de la paix. Est-ce que lorsque j'ai eu à tenir mes propos par rapport à la paix, j'ai fait recours à la nationalité de certains individus? J'ai fait recours à l'appartenance ethnique de certains individus? Non. Parce que cela n'est pas la paix. Au contraire, il y a les non-dits. Il y a un agenda caché, certains propos. Et là, notamment, pour le monsieur, dans ses propos, nous avions vu autre chose. Nous avions compris autre chose que la paix. Et il a parlé d'une résolution en famille de différents politiques qui secouent le pays. Ça, c'est un appel à la paix. Madame, lorsque vous dites que, parce qu'il faut bien suivre le discours, le monsieur a insulté, a dénigré un certain Paul Kagame, avec qui nous sommes en pourparlers. D'ailleurs, ici, je tiens à féliciter notre régime, notre pouvoir, l'Union sacrée, qui, par sa diplomatie, a poussé le Rwanda à acter la signature de l'accord sur la paix, signé le 27 juin à Washington. Donc ça, c'est quelque chose que le Congolais devait saluer aujourd'hui, parce que ça a été ratifié, le gouvernement ou encore le Rwanda a ratifié à cette signature. Donc nous devons nous féliciter. Néanmoins, vous savez que nous sommes déjà en train, nous avons déjà eu un accord sur la paix avec ce monsieur, mais vous venez vous l'insulter comme vous voulez, et tout, pour aussi blanchir certaines autres personnes. Qui sont pour parler aussi à Doha? Non, à Doha, je crois que nous continuons toujours le pourparler avec le Rwanda. En tout cas, c'est ce que moi je sais. C'est la même démarche qui a commencé. C'est la délégation de l'AFC M23, le ministre rwandais y est également. Bon, madame, moi, ce que je sais, je ne suis pas trop introduit dans tout ce qui est sécurité. Mais néanmoins, ce que je sais, c'est que la RDC a été agressée. Et la RDC, étant agressée, a identifié certains individus qui travaillent pour l'agresseur. Et ce sont ces individus qui travaillent pour l'agresseur, avec qui nous sommes en train d'échanger en ce moment à Doha. Donc ces individus sont avec qui? Sont avec l'agresseur. Donc nous, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, nous continuons à discuter avec le patron de ceux-là qui sont comme sous-traitants de cet agresseur. Alors, Monsieur Loge, puisque la RDC est en train de dialoguer avec les patrons justement des agresseurs, il fallait rester dans cette logique où au patron de l'agresseur, on ne coince pas, on ne pique pas, partant de ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Moi, je suis dans la logique, dans votre logique, de soi-disant la paix. Le discours était basé sur la paix. Donc, basé sur la paix, il faut vraiment parler de la paix. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Première ministre a pris la décision, à savoir que c'est seul le ministre de la communication et la Mineta des Affaires étrangères qui doivent communiquer sur ça. Pourquoi? C'est pour nous éviter des propos tenus par ces messieurs. C'est pour nous éviter des propos tenus par un autre individu. Il y a un autre individu là qui se prend pour
super député national qui je vais également vous poser une question là-dessus. Moi je sais pas. Laissez-moi citer le nom. Vous parlez de lui, moi je n'ai jamais cité son nom. Moi je parlerai de lui. C'est pour éviter certains propos qui vont dans tous les sens ou qui risquent même de compliquer les démarches dans lesquelles nous sommes, le pays s'est lancé. Donc il faut éviter vraiment de frustrer une logique bien tracée et bien soulignée. Alors, Monsieur Loge, nous ne confirmons pas ici que ce sont le propos du gouverneur, de l'ancien gouverneur, justement, qui a fait que l'on puisse l'interpeller. Merci. Il n'est pas venu d'abord, ça c'est de 1. Ça aussi, je ne sais pas. Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est vous qui confirmez. Ses proches ont dit qu'il est allé se faire soigner. Bon, bien sûr, vous êtes journaliste, vous êtes trop introduit que nous autres. S'il vous plaît, j'ai terminé. C'est justement parce qu'il n'est pas venu, 48 heures après, c'est ce qui a occasionné justement sa suspension selon la lettre du ministre de l'Intérieur. Mais je vais savoir, Monsieur Loge, est-ce que vous pensez que dans ses propos, il a blanchi Kabila et Nanga? Non, moi déjà je vous dis que je ne pense pas que ce soit le propos. Puisque non, je l'ai dit, s'il vous plaît. C'est pas ce propos, mais analysons un peu ce qu'il a dit. Je ne peux pas analyser sur les rumeurs. Ça reste que rumeur. Vous pouvez bien sûr vous dire que vous avez foi à tous ceux qui vous ont rapporté ce que vous dites ici. Mais néanmoins, moi je reste dans ma logique des choses que il y a une ligne communicationnelle déjà tracée. Donc il fallait qu'il dise que Kabila c'est le père de l'AFC. Je vous ai dit que c'était ça la ligne tracée par l'Union sacrée. Mais la ligne de l'Union sacrée, c'est connu. Le président de la République dit toujours que l'AFC, c'est Kabila. Il fallait également Jacques Yaboula le dise. Non. Est-ce que ça a inquiété parce qu'il a dit que le problème, c'est Kagame, c'est le Rwanda et non le 2, parce qu'on peut discuter en interne entre nous, Congolais. Ce que je sais, l'AFC, c'est le Rwanda. Oh, vous contredisez les chefs de l'État. Non, écoutez, soyez calme. Mais l'AFC a plusieurs membres. L'AFC a plusieurs membres. Et qui sait, peut-être même celui qui a tenu ce propos-là, Lumbashi, lui aussi serait membre. Je ne sais pas. L'AFC a plusieurs membres. Moi, je ne suis pas du service. Donc les services peuvent un jour nous éclairer là-dessus, que tel est de l'AFC, tel est de l'AFC. Et si le service nous dit que tel est de l'AFC, qui suis-je pour refuser cela? Moi, ou sinon, c'est que je sais, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, nous sommes en train de parler avec le Rwanda. Alors, Monsieur Loge, Jacques Yaboula, éjecté, je pourrais dire, de son poste. Ah bon? Parce qu'il est suspendu. On ne sait pas s'il va. Donc vous combattez, Monsieur Jacques Yaboula, c'est point. Non. Et d'ailleurs, je pourrais dire peut-être vous, parce que vous ne citez pas son nom ici. Vous parlez du monsieur. C'est une analyse qui parle de la réaction rapide. Je viens de citer son nom. Alors, Monsieur Loge, il y a un autre gouverneur, Richard Mouyèche, qui est parti comme ça, sans revenir. Ah, mes salutations à mon papa. Invité à Kinshasa, s'il vous plaît, invité à Kinshasa, et il n'a plus regagné la province pour récupérer son poste, remplacé par Madame Fifi Masuka. Est-ce que c'est le même scénario? Bon, je ne peux pas dire que c'est le même scénario, parce que déjà, il s'agit de deux personnes différentes. Les circonstances sont aussi différentes. Et aussi, nous sommes dans une situation à l'époque, on était FCC Cash, qui avait la période où ça s'étirait de gauche à droite. Mais aujourd'hui, nous sommes l'Union sacrée. Non, mais avec Richard Mouyèche, si je posais cette question, c'est parce que lui, il était malade. Il s'est déplacé à son retour. On avait donné déjà la possibilité à Madame Fifi Masuka d'assurer l'intérim. Oui, c'était une question de soins. Attendez, si quelqu'un est malade, il va aux soins. Il faut que la République continue. Il faut que les affaires de l'État puissent poursuivre leur chemin. Son adjoint était là. Mais c'est ça, son adjoint, c'était Fifi Masuka. Alors c'est comme ça qu'elle a pris, elle a assumé l'intérim. Pour définitivement rester gouvernement. Ah bon, là maintenant c'est une autre situation politique. Est-ce que parce qu'ils serraient Kabilis jusqu'à ces jours? Le 2.
Non, mais je ne pense pas. Je ne pense. Et puis d'abord, disons-nous de vérité, qui est kabyliste dans ce pays et qui ne l'est pas? Si on doit aller, parce que en fait, j'ai l'impression que vous voulez créer vous voulez faire de cette émission autour d'un individu. Non, il faut arrêter ça. Moi, personnellement, moi, ce que je sais, je suis baptiste. Certains diront même que je suis chef de classe de l'école Bahati ou l'école Lukwebo. Donc, pour moi, étant de cette école, nous avons notre ligne communicationnelle, nous avons notre façon de faire les choses. Et là, je reviens encore à ce que j'ai dit ici, l'élégance politique. Donc, si Mouyej Magaismas, à son temps, n'a pas aussi manifesté cette élégance politique, la politique a ses règles. Et il peut être éjecté à tout moment. C'est normal, ça s'est fait partout. Et aussi, d'ailleurs, si on doit en parler, vous savez dans quel état sont nos provinces? Parce que à un certain moment, vous faites de la situation générale de notre pays un débat des individus, mais vous oubliez réellement ce que la population attend. Les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment ici, ce dont ils ont besoin, c'est le résultat, le travail que la population, que nous qui sommes au pouvoir, nous qui sommes à la manette de choses, que nous puissions apporter des solutions. Mais vous vous rendez compte que les embouteillages, il y a un problème d'électricité, il y a un désordre bien organisé dans nos provinces. Vous pouvez vous réveiller comme ça, votre véhicule, vous êtes sur une chaussée et vous voyez un individu qui vient au nom avec un document, service du gouvernorat, et il vous prend, il vous embarque. Je vois tout le jour, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, à Likasi, je vois la population qui souffre, surtout mes amis motocyclistes. Ils sont en train de souffrir tous les jours. Des tracasseries, vous n'avez pas idée. Et pendant ces temps, il y a un gouverneur qui est là. Ce pays n'arrive pas à décoller parce qu'il y a une incompétence criante au niveau de nos provinces. Au niveau de nos provinces. Et c'est que nous oublions... Jacques Aboula faisait partie de ces incompétents. Mais pourquoi vous voulez toujours ramener ça aux individus? Moi, mais ce sont ces individus. Une situation générale. Ce sont les individus qui ne fait pas bien le travail. On va mettre ça dans le chef de sacré. Non, vous ne devez pas oublier qu'il y a certaines personnes qui ont été candidats sans pour autant appartenir à l'Union sacrée. C'est quand ils passent gouverneur, ils veulent sécuriser leur poste, ils vont adhérer à l'Union sacrée. Et vous savez, la culture politique en RDC, c'est une culture politique hypocrite. Il est rare de nos jours en RDC où vous allez trouver un Eloge Mwandwe qui a fait autant d'années à la FDC. Ça n'existe pratiquement plus dans ce pays. Ça n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, les gens changent de parti politique, de couleur politique, comme bon le semble, parce que ici, je ne mange pas assez, là, je vais manger assez. C'est comme ça que... Et là, vous allez parler de l'Union sacrée. Nous avons ces sérieux problèmes. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de l'Union sacrée, allez dans ces gouvernements provinciaux. Combien de ces députés provinciaux sont membres même de partis politiques, membres de l'Union sacrée? Mais cette fois-ci... Mais ce sont des individus. Non, écoutez, je sais comment ça marche. Je vous dis, je sais comment ça marche. C'est l'UDPS qui est majoritaire. Mais moi, je veux vous dire... C'est l'Union sacrée. Au contraire, c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Non, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis, ce n'est pas parce que, avant qu'on vous nomme, parce que vous avez déjà, parce que je sais comment les gens ont été nommés dans des gouvernements provinciaux. Certains ont été nommés parce qu'ils ont négocié. Et nous savons ce que signifie négocier dans ce pays. Quelqu'un qui négocie d'abord pour obtention de son poste, et après avoir obtenu son poste, il a sécurisé cela. Maintenant, on lui donne l'obligation d'adhérer à un parti politique. Donc, quelqu'un qui va adhérer par formalité dans un parti politique, vous voulez appeler, alors que ce parti a de militants qui ont lutté des années et des années. Ici, je ne suis pas en train
d'épingler un parti politique quelconque, mais je suis en train de vous donner un topo général dans ce pays, de la culture politique. C'est la culture politique de notre pays. Lorsque la population elle-même, elle voit des candidats qui sont venus, qui ont commencé à lutter sur le plan politique avec vous, qui appartient à un parti politique bien défini, bien précis, qui vient comme candidat, vous ne votez pas pour eux, vous allez choisir un homme d'affaires pour qu'il soit votre député. Et là, vous êtes en train, la population est en train de détruire le système politique ou encore de détruire nos partis politiques pour laisser maintenant certains opportunistes, certains hommes d'affaires rusés à venir occuper la scène politique. Et voilà le résultat que nous sommes en train de voir. Le monsieur dont vous êtes en train de parler ici, parle-moi de sa vie politique. Où est-ce qu'il a commencé? Comment il se retrouve là? C'est manipulation. Il faut aller même parler avec ses anciens camarades du PPRD, ils vous diront. Mais c'est de la manipulation du début à la fin. C'est de l'hypocrisie du début à la fin. C'est de l'opportunisme du début à la fin. Est-ce que c'est cette classe politique que nous voulons? Non. Et c'est pour ça que nos provinces, rien ne marche dans nos provinces. Très bien. Alors, monsieur Loge, parce que vous avez parlé aussi d'un autre extra-député, spécial député, qui communique à tout moment. Il nous a récemment dit, je vais vous aider, nous n'allons pas citer son nom, il a récemment dit que l'arrestation du général Chiwewe, c'est parce qu'il serait en contact avec Kabila pour avoir la tête du président Tshisekedi. On ne parle pas de questions sécuritaires, mais lorsqu'il y a de telles déclarations comme ça venant des caciques de l'Union Sacrée, de membres, de députés qui sont membres de l'Union Sacrée, quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'au sein de votre famille politique que vous vantez ici, l'Union Sacrée, vous respectez justement la ligne communicationnelle? Parce que vous parlez de l'élégance politique. Est-ce que vous respectez vous-même d'abord la ligne communicationnelle? Bon, une chose que je dois vous dire, monsieur Nathan, c'est que, heureusement, vous avez dit qu'on ne parle pas de la sécurité, parce que je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien, et surtout que je foi à nos services de sécurité, et je foi à notre système en général qui nous sécurise. Donc ils sont en train de faire un travail, vous n'avez pas idée, surtout que nous connaissons les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais je vous dis chapeau, chapeau bas à ce genre-là. Mais personnellement, je reviens à ce que je dis ici, l'élégance politique. Lorsque vous appartenez à une famille politique qui a sa ligne communicationnelle, et ici on nous a bien dit que seul son excellence Patrick Mouyaya et son excellence Thérèse qui peuvent communiquer sur ça, alors pourquoi ne pas se taire et laisser ceux-là qui sont habilités de le faire, Notamment, lorsqu'on parle de l'armée, l'armée a un porte-parole. Pourquoi ne pas laisser le porte-parole nous informer? Au lieu de passer dans les médias pour spéculer, amener des rumeurs, causer, voire même des sérieux problèmes dans les négociations qui sont en train de se faire jour et nuit. Donc, il est temps maintenant que la classe politique congolaise comprenne que dans un système, régime ou quoi, il y a de l'élégance qu'il faut amener avec. Et Dieu merci, je fais partie de cette école qui prend l'élégance politique. Très bien, merci beaucoup, monsieur, dame. Vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien, merci pour votre attention renouvelée à ce magazine, édition spéciale du jour. Alors, monsieur Loge, avant de passer à notre seconde thématique, que pensez-vous de la réaction du gouvernement, ou on va dire des autorités centrales? Est-ce qu'elle a été rapide? Je parle bien sûr de la suspension du gouverneur qui s'est fait remplacer directement par son vice qui joue l'intérim. Bon, ce qui est vrai, ce que nous apprenons, ce que le monsieur qui a été invité
n'est pas venu. Pourquoi? Parce que il serait malade. Alors, ce qui est mieux, c'est de le laisser à ce qu'il se fasse soigner. Alors, il s'est fait soigner. Pendant qu'il s'est fait soigner, il faut qu'il y ait quelqu'un pour assumer l'intérim. Donc, cette rapidité n'est que administrative. Donc, je ne peux que être pour cela. Et d'ailleurs, je crois que c'est la logique des choses qui devait se faire. Et vous voyez à cela, on va parler de probable destitution directe ou indirecte. Bon, au niveau de la province, nous avons des élus. Les élus qui ont la confiance de la population haut-katangaise. Souhaiterez-vous c'est à cette population de s'exprimer au travers des élus. Donc nous laissons à ce que la population s'exprime. Et moi, ce que je sais... À un moment, vous avez porté la cause au fait de cette province. Oui, je le fais, pas un moment, madame. Là, je le fais. J'ai parlé de... Ça, c'est ma vie. Je me référais des émissions qu'on a eues à... oui, c'est ma vie. Non, je refuse que vous puissiez dire à un moment. C'est ma vie. Le Haut-Katanga, c'est moi. Le Haut-Katanga, c'est ma vie. Donc, il n'y a pas moyen que je puisse accepter que vous puissiez dire qu'à un moment, j'ai porté. Non, la cause de la population katangaise, je la porte toujours. Et je continuerai à la porter toujours. Et je sais ce que le Haut-Katanga veut. Je sais ce que le Haut-Katanga veut plutôt. Et ce que le Haut-Katanga veut, c'est de l'eau. C'est avoir du travail. C'est la propriété, c'est les routes. Ce que les Haut-Katanga veulent, c'est un changement, un développement. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, au Haut-Katanga dans ma province. Donc, vis-à-vis de cela, je crois que la population a l'opportunité de s'exprimer pour dire que non, nous pouvons souhaiter autrement. Nous pouvons voir maintenant une autre orientation. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on passe directement au processus de Doha. Quid de son importance du dialogue intercongolais? Bon, vous savez que là, nous sommes tous en train d'attendre, je crois que c'est le 27 juillet, qui aura signature. Le 27 juillet. Qui aura signature. Et je crois que le 27 juillet, comme il y aura signature à Doha, pour parler de Doha, oui, je dire. Voilà. Oui, à Doha, en tout cas probablement il y aura signature le 27 juillet. Tout porte à croire qu'il y aura signature le 27 juillet. C'est quand même anodin de voir le 27 juin une signature de l'accord de Washington. À Washington, et le 27 juillet, un mois après, le 27 jour pour jour, je crois qu'un jour le Congolais pourra maintenant commencer à célébrer le 27 de chaque mois. Mais... donc, juste pour dire, madame, que nous sommes en train d'attendre cette signature, comme nous avions attendu celle de Washington, et comme nous avions, nous, au sein de notre parti politique, la FDC, au sein de notre groupement FDCA, avec notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, soutenu cette signature de Washington, nous allons aussi soutenir la signature de Doha. Pourquoi? Parce que tout ce que le chef de l'État est en train de faire, tout ce que le gouvernement souminois est en train de faire, c'est pour amener la paix. Et aujourd'hui, nous nous félicitons, et d'ailleurs, ici, l'occasion pour moi, l'opportunité pour moi, de remercier le chef de l'État au nom de mes camarades qui sont dans des zones occupées, qui disent aujourd'hui que pour la première fois depuis des mois et des mois, il n'y a plus de tueries, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Oui, pour le moment, il y a accalmie. Et ça, c'est grâce à la diplomatie de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, quelque chose qui a réussi, et les Congolais de partout sont en train de célébrer cela.
Très bien. Donc pour dire que Doha ne sera que la cerise sur le gâteau. Ok, on va essayer un peu de s'apaisantir sur l'accord de Washington que vous venez de saluer tout à l'heure. Estimez-vous que, on parle du contenu en fait de cet accord, va ramener cette paix durable, parce qu'on parle de 3 décennies de guerre. Et là, le chef de l'État, lui, Félix-Antoine Tshisekedi, a promis une paix durable. Alors, partons de l'accord de Washington, avec tout ce qui est repris, les départs de FDLR. D'abord, c'est le premier point que nous allons analyser ici. Justement, enfin, leur neutralisation qui va permettre à ce que le Rwanda lève ses mesures défensives, pourrait justement nous ramener cette paix durable, Monsieur Louche. Vous savez, il y a eu bricolage dans le passé et tout ce que nous pourrons souhaiter aujourd'hui, c'est que cela ne soit pas comme le passé. Ce qu'on a eu à Washington ou encore ce qu'on aura à Doha. C'est pour ça que vous voyez, il y a eu d'abord la séance de signer directement avec l'agresseur et il y a maintenant la séance de signer avec l'agresseur au travers ses sous-traitants. Donc je crois que c'est la première fois depuis 1996, c'est la première fois que nous nous retrouvions dans cette situation. Donc qui n'était pas possible en 2003, 2002, qui n'était pas possible en 2009, qui n'était pas possible en 2013, qui n'était pas possible, et aujourd'hui c'est possible. Donc non seulement la communauté internationale a compris que il y a 2 échelles, et il y a 2 étages. Le premier étage, c'est le patron lui-même, avec qui il faut se mettre d'accord. Le deuxième étage, ce sont ses sous-traitants, avec qui il faut se mettre d'accord pour dire au patron, tu dois maintenant gérer tes sous-traitants autrement. On n'en veut plus. Et pour moi, je suis vraiment optimiste. C'est pour ça que mon regroupement, notre regroupement, a salué haut et fort la signature de cet accord. Alors, parce que à la fin de tout ça, c'est la paix que nous sommes en train de souhaiter. Moi, je veux qu'on touche un peu le contenu de cet accord. Oui, c'est bien. La paix, on en a besoin. Mais je vous rappelle... le contenu de l'accord, Monsieur Loge. Oui. Les Congolais se posent des questions. Est-ce que ce contenu dans cet accord permettra à la RDC réellement de trouver sa paix? Parce que Mme Tania a dit, la neutralisation de FDLR, selon le Rwanda, c'est ça la condition sine qua non pour qu'ils lèvent justement leurs mesures défensive. Pourtant, le Rwanda pointe du doigt la RDC de soutenir le FDLR. Est-ce que réellement, nous Congolais, nous soutenons le FDLR? Non, d'abord, moi je ne peux pas commenter sur le contenu de l'accord. Parce que je suis lié à l'élégance politique que je suis en train de prôner ici. Néanmoins, étant Congolais, comme tout le monde, et aussi intellectuel de ce fait, je suis au moins informé. Je peux faire ma petite analyse à mon niveau. Et à mon niveau, l'analyse que je vais faire, c'est que je ne comprends pas comment quelqu'un qui a quitté son pays, qui avait 30 ans en 94, aujourd'hui, 30 ans après, d'ailleurs même pas 30 ans, c'est 31 ans après. 31 ans après, ce monsieur a 61 ans et vous pouvez le considérer comme un combattant. C'est un alibi du Rwanda qu'on devrait balayer. Non, monsieur, permettez que je termine mon analyse. Pourquoi vous voulez me couper? Non, allez-y, j'aime bien relancer. Non, en fait, je comprends. Vous êtes vraiment de l'école du recteur. Non. C'est que ça. L'élégance journalistique. Que je salue d'ailleurs en passant, monsieur le recteur. Alors, ce que je disais, c'est que je ne vois pas comment quelqu'un de 61 ans peut encore prendre les armes pour aller se battre. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais qu'à cela ne tienne,
puisque vous nous avez accusé que nous soutenons ces gens. Oui, parce que ces vieillards-là, ce sont des vieillards. Ces vieillards-là sont chez nous. Oui, nous allons nous occuper de les prendre et vous les envoyer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ne saura pas faire? Cela ne veut pas dire que nous soutenons. Cela ne veut pas dire que nous acceptons tout ce qu'on nous a dit sur ça. Mais néanmoins, pour raison de paix, nous allons encadrer ces vieillards à vous les envoyer. Et s'ils sont... Parce que vous n'allez pas tout de même me dire que... Parce qu'ils sont venus peut-être, juste un exemple, ils sont venus peut-être 1 million. Mais vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, ils sont même 100. Ces vieillards-là. Mais toutefois, nous allons les renvoyer chez eux. Nous allons les renvoyer, mais ils sont en train encore d'insister pour dire qu'ils sont dans l'armée. Comment nous allons les puiser dans notre armée à nous et les renvoyer? D'abord, une chose. J'ai lu cet accord. Je n'ai vu nulle part où on a dit que ces vieillards-là étaient dans notre armée. Le ministre des Affaires étrangères rwandais. Non, ça c'est lui. Cher ami, je ne peux pas commenter sur le propos tenu par quelqu'un de l'extérieur. Mais d'où il fallait que l'officiel puisse balayer cela. Permettez. L'intention du permettez. De l'agresseur. Nous regardons ce qui est dans le texte. Les commentaires là, c'est peut-être une autre façon de nous désorienter et aller sur une autre piste. Donc on ne va pas se fier à ça. Restons dans le texte, c'est que eux ont signé. Et dans le texte qu'ils ont signé, il n'y a pas au nom, les FDLR sont dans l'armée congolaise. Ça n'existe pas. Et en plus de ça, comment vous allez accepter à ce que nous ayons des étrangers dans notre armée? Ça ne peut pas se faire. Donc vous voyez déjà, c'est du n'importe quoi. Et dernièrement, ici, j'ai suivi sur une chaîne ici au pays, quelqu'un faire ces genres de commentaires. Voilà. Non, c'est du n'importe quoi. Les Congolais doivent ignorer ça. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du non-sens. Alors, Monsieur Loge, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cet accord signé, mais où on met en jeu le ressource de la RDC pour trouver la paix? Mais on nous parle dans l'accord de la cogestion de nos ressources, notamment de parcs. Qu'est-ce que ça vient chercher dans un accord de paix? Est-ce que vous pouvez faire une lecture à ce sujet? Oui, puisque nous savons déjà que cette agression, elle est purement économique et hégémonique. Ça, c'est d'abord la première raison. Et nous savons aussi que les pays qui nous agressent n'ont pas l'industrie pour bénéficier de ce qu'elle est en train de piller chez nous. Nous savons où est-ce qu'elle amène cela. Nous connaissons les bénéficiaires. Nous sommes allés voir ces bénéficiaires-là. Pour dire à ces bénéficiaires, nous pouvons travailler autrement. Et travailler autrement, au lieu de passer par là, au lieu de... Vous pouvez venir, nous travaillons autrement. Que les choses se fassent proprement, mais bien sûr, de l'autre côté, il y a une infrastructure qui permet à l'évacuation de certains minéraux. Donc on ne va pas refuser de faire évacuer nos minéraux par là. D'où certains Congolais disent que les chefs de l'État a bradé nos minéraux. Non, c'est du n'importe quoi. On ne va pas sortir le minerai du Kivu, et puis du coup, boum, ça part, et puis ça va aux États-Unis. Ça retrouve comment aux États-Unis? Il y a un canal par lequel ça doit passer. Il y a des routes, il y a des infrastructures. Et là, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. Ce n'est que normal. Et puis au-delà de ça, il y a la Tanzanie, il y a le Kenya, et ça va prendre le port. Ce n'est que normal qu'on puisse avoir dans un accord pareil, avoir une bonne relation avec tous ces gens qui vont faire évacuer, qui vont permettre l'évacuation de nos produits, de nos minéraux. Avec, bien sûr, ici, il faut voir avec qui nous avons réellement l'accord sur le mine. C'est les États-Unis. Mais seulement... Les capitalistes qui disent qu'il y a leurs intérêts, monsieur Loge, il n'y a pas de problème. Nous sommes en relation entre États, ce sont des intérêts qui priment d'abord. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où le monde est dirigé ou encore dominé par les intérêts. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et là,
C'est comme ça, si vous aviez suivi au Conseil de ministres de vendredi passé, le chef de l'État a martelé sur la formation professionnelle. Parce que c'est tous ces accords que nous pouvons signer, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour que le Congolais puisse bénéficier. Mais lorsque nous nous retrouvons, comme le cas du contrat chinois, on va signer un contrat avec la Chine. Mais on n'a pas une personnel qualifié. Un personnel qualifié, je m'excuse. On n'a pas un personnel qualifié. Ce qui signifie, tous ces gens qui viendront travailler là-bas, viendront de la Chine. Tout simplement parce que le Congo n'a pas formé une main-d'œuvre qualifiée. Mais c'est la différence avec celle-ci. Et avec celui-ci, cet accord. Donc cet accord, c'est pour permettre à ce que nous puissions bénéficier, nous Congolais, dans toute la chaîne, que ce soit à la production, à l'évacuation, ainsi de suite. Et pourquoi pas aller jusqu'aux États-Unis pour parler de la transformation? Pourquoi pas aller jusqu'en Chine pour parler de la transformation? Voilà l'idée de cet accord. Donc nous venons travailler avec les États-Unis qui est puissant, sur le plan compétences, sur le plan infrastructure, mais nous allons aussi profiter. Mais pour qu'on profite, il faut au moins que nous ayons une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça que cet accord, elle n'est pas limitée seulement à la paix. Elle est économique. Les gens qui veulent faire passer ça pour accord mine sécurité, c'est trompé. Normalement, c'est un accord paix et économie. Parce que le Congo va aussi bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et là, le tout dépend de notre politique que nous allons mettre en marche à partir d'aujourd'hui par rapport à tous les autres investissements qui vont commencer à arriver. Très bien. Cet accord est aussi économique, Monsieur Loge. Voyez-vous une différence avec le partenariat qu'a eu entre la RDC et le Rwanda? Je parle bien sûr de la prise de fonction du président Félix. Il est allé justement pour régler cette question ou l'excuse ou encore la Libye du Rwanda de venir agresser pour exploiter les minerais. Il est allé en partenariat économique pour vider cette question. Mais ça s'est mal tourné. Le président a parlé du président rwandais qui voulait en fait le poignarder alors que lui, il y est allé pour un partenariat vrai et économique. Alors, en quoi ça diffère avec l'accord économique aujourd'hui? Oui, c'est différent parce que ici, maintenant, on a impliqué la grande puissance, celle qui est bénéficiaire de tout ce qu'on pouvait avoir comme accord économique au niveau de la sous-région. Ce qu'on pouvait avoir comme accord au niveau de la sous-région avait un bénéficiaire aussi à l'international. Notamment, il y a les États-Unis, il y a le Qatar, il y a ainsi de suite. Donc, si on peut aller échanger avec le dernier bénéficiaire de tout ce que nous pouvons avoir comme accord au niveau de la sous-région, on peut avoir cet accord avec la Zambie, avec le Congo-Brazza, avec n'importe quel pays de la sous-région. Mais la différence est que celui qui doit acheter chez nous, celui qui doit profiter, est aussi inclus dans l'accord. Donc ce n'est pas seulement toi par qui nous faisons évacuer nos produits, c'est comme le cas du port de Lobito. C'est la même chose que nous sommes en train de faire avec le Rwanda. Donc ce qu'on a fait avec, ce qu'on veut faire avec l'Angola, c'est ce qu'on veut faire avec le Rwanda. Donc le produit passera par le Rwanda, par Luanda, par l'Angola, pour aller aux États-Unis ou encore partout au monde. Pareil, le produit peut passer par le Rwanda pour aller partout au monde. C'est cet accord qui est là. Il faut pas aller philosopher autour de tout ça. Okay. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas que on va voir maintenant le Rwandais venir dans nos mines, dans nos carrières. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste que pour produire, pour évacuer nos produits, ça doit passer quelque part.
Très bien. C'est juste ça. Merci. Alors, le président Tshisekedi, quand il est allé aux États-Unis à Washington, c'était pour un deal entre les deux États d'abord, avant qu'on implique le Rwanda. Mais ça a été fait, madame. Voilà. La question est la suivante, monsieur Loge. Est-ce que cet accord ne fait pas du Rwanda celui qui est le plus gagnant? Dans quel sens? Non, pas du tout. Où se situe la place de sanction de l'agresseur? Parce qu'il faudrait qu'il y ait aussi cet aspect du Rwanda comme étant pays agresseur, dont se troupes sont retrouvées ici. Les résolutions des États-Unis l'ont confirmé. Alors, dans l'accord, c'est où la place de sanctions en fait envers le Rwanda? Mais c'est comme ça qu'on continue jusqu'à Doha. C'est comme ça qu'on continue jusqu'à Doha. Pourquoi vous êtes pressé comme ça? Non, on est en train de voir les résultats de Washington. Non, il faut savoir qu'il y a à chaque étape, il y a une suite. Et à cette étape où nous sommes aujourd'hui, c'est Doha. Et c'est Doha qui va traiter cette affaire-là d'agression. C'est Doha parce que l'agression-là, elle passe par des sous-traitants. C'est comme ça que nous avons le sous-traitant de l'agresseur à Doha. Donc soyons patients. Et c'est pour ça que je vous dis, nous, les patriotes, nous sommes là, nous attendons la résolution de Doha pour que nous puissions encore fêter comme nous avions fêté le 27 juin. Et donc jusque-là, la RDC est gagnante dans cet accord RDC-Washington. Non, je peux pas, vous savez, nous sommes en politique, je peux pas d'emblée faire du populisme ici devant vous. Vous êtes quand même un plateau que je respecte beaucoup. Je peux pas venir faire du populisme et dire que nous avons gagné. Non, nous sommes en train de travailler pour arriver à une victoire finale. Et la victoire finale, c'est que la RDC soit en paix. Qu'on voit la paix partout en RDC. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est comme ça que le gouvernement actuel, auquel nous appartenons, nous sommes membres de ce régime, nous sommes en train de soutenir cette politique diplomatique. Très bien, merci beaucoup. Alors, on termine cette émission, messieurs, dames. On va évoquer notre dernière thématique. Cette fois-ci, nous allons parler de la réplique de l'Église catholique, justement, qui fait suite à la décision du ministère de l'Éducation. La décision était de permettre à tout élève, enfin, on parle des filles, bien sûr, enceintes, de rejoindre aussi les bancs de l'école, question de permettre, de donner la chance des études à toutes les filles ici en RDC. Alors, par rapport à ces décisions, l'Église catholique refuse d'accueillir les élèves enceintes et disent qu'ils n'ont pas été, que le ministère de l'Éducation nationale ne les a pas contactés ou adressés, ne s'est pas adressé à elles quant à cette décision. Et donc, tout enfant qui sera enceinte dans ces salles de classe, l'enfant se verra justement transféré vers une école publique, une école de l'État. Alors, Monsieur Loge, votre lecture d'abord sur cette décision, celle d'accorder, on va dire, une chance à toute fille, enceinte ou non, de rejoindre le bas de l'école? D'abord, il y a eu le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, auquel nous avions eu 1 590 471 élèves, dont 47% étaient filles. Donc, pour dire que cette décision, elle est la bienvenue, cette décision de la Mineta, elle est la bienvenue parce que elle vient rendre justice à 47% de nos filles qui viennent juste de passer ces tests-là primaires. Pourquoi je dis ça? Il faut savoir une chose. Moi, je ne veux pas entrer dans le polémique inutile. Hein? Et je crois que d'ailleurs, la décision de l'Église catholique, c'était une décision du genre qui n'ont pas été saisis officiellement. Alors de ce fait, je crois qu'ils sont en train de réclamer d'être saisis officiellement. Qu'on puisse présenter le pourquoi de cette décision. Et probablement, l'Église catholique va changer. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'à cela ne tienne,
je ne veux pas entrer dans les polémiques inutiles. Vous savez, madame, une fille de moins de 18 ans dans notre pays est considérée mineure. Oui. Mineure en âge et en toute décision qu'elle va prendre. Donc, ce qui signifie, lorsque une fille tombe enceinte, elle ne devient pas d'office majeure. Elle reste mineure. Les circonstances dans lesquelles cette pauvre petite fille est tombée enceinte, nous l'ignorons. Mais d'office, cette société à laquelle appartient cette petite fille la considère directement bourreau. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut rejeter de la société. Et là, c'est là où moi, je me dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je salue cette décision. Donc, d'office pour moi, j'ai dit ceci. Cette fille, elle est victime. Elle est victime de viol. Parce que lorsqu'on est mineur et que on fait face à ces genres de choses, on est victime de viol. Alors à ce titre, cette jeune fille doit être protégée. Cette jeune fille doit être mise dans de conditions où elle peut poursuivre sa vie. Parce que nous ignorons tous ici les circonstances dans lesquelles ces filles tombent enceintes. Mais nous sommes le premier à les condamner et à vouloir les mettre à l'écart de tout ce que l'État ou encore notre société peut leur offrir pour réussir leur vie. Mais Monsieur Loge, mais est-ce que pendant cette période-là, elle sera capable d'assimiler bien le cours? Parce que nous connaissons tous ce que la grossesse apporte, un peu de fatigue, faiblesse, tout ça. Mais est-ce que c'est pour autant que certaines écoles refusent pour ne pas perdre du temps avec elle, par exemple? Mais attendez, monsieur Nathan, nous avons des amis, de collègues de service dans nos différents services. Ce sont des femmes. Ici chez vous, vous avez des femmes. D'ailleurs, Madame Tania est là. Vous n'allez pas me dire que lorsque elle tombe enceinte, il ne faut pas qu'elle vienne au travail. Parce qu'il y a certains caprices, il y a ceci, cela. Non. Travailler, c'est autre chose. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Comprendre, c'est qu'on enseigne. Monsieur Nathan, vous parlez de comprendre. Mais le travail, c'est ressortir ce qu'on a compris. Donc, c'est fournir plus d'efforts que comprendre. Vous comprenez? Donc, ça, ce n'est pas la raison que nous pouvons avoir pour détruire ou gâcher l'avenir de nos jeunes petites filles. Ce n'est pas comme ça. Et en plus de ça, je vais être vraiment terre à terre. On nous dit ceci. On nous dit ceci. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Maintenant, dites-moi, s'il y a au moins 100 000 filles qu'on met dehors du cursus éducationnel, c'est 100 000 familles qu'on est en train de détruire, 100 000 avenirs qu'on détruit. Et c'est quelle nation que nous sommes en train de construire? C'est quelle nation que nous sommes en train d'attendre demain? Voilà le vrai problème que nous devons voir. Donc, s'il vous plaît, pour moi, il est temps que nous voyons les choses autrement. Et saluer la décision prise par la Mineta. Très bien. Parce que ça fait parler le fait de voir les filles enceintes étudier aux côtés de celles qui ne le sont pas. L'État pourrait prévoir mettre d'autres mécanismes en place. Oui, il faut seulement les encadrer. Écoles oui. Où elles peuvent se retrouver entre elles. Je ne sais pas, ça, peu importe. Ici, l'idée, c'est de ne pas détruire ou gâcher l'avenir de ces filles qui sont victimes. Victimes
Ça, il ne faut pas oublier. Ces filles sont victimes. Du moment où elles sont mineures. Du moment où elles sont mineures, elles sont victimes. Ok. Donc, quelqu'un ne peut pas venir ici me dire elles étaient consentantes. Non, elles sont mineures. Ce sont des victimes, ces filles. Donc, la société, étant responsable de ces filles, doit maintenant réfléchir le mécanisme par lequel nous allons encadrer ces filles. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre au sein du parti AFDC. Enfin, voilà. Du professeur Modeste Bati Lukwebo. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions et surtout d'avoir honoré notre invitation. C'est nous qui vous remercions et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Très bien, merci à M. Nathan Kianda pour la représentation de merci ce magazine. Beaucoup, M. Loge. Madame Tania, merci, M. Loge. Parce qu'il fallait quand même s'écouer, c'était important. Et ça faisait également longtemps qu'on vous a eu sur ces plateaux. Oui. Alors, il fallait quand même essayer de vous chauffer un tout petit peu. Oui, oui. Et j'ai été bien chauffé. Et j'espère que un jour, nous pourrons avoir l'opportunité de présenter cette mission chez moi, au Katanga, plus précisément à Likasi, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci à l'équipe technique de CML13 Télévision et ont concouru à la réalisation de ce magazine. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir et merci.